Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du 7-8 l'Hebdo, l'émission de la rédaction pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine. Voici les titres de ce vendredi 29 septembre. Après le conseil municipal de Montigny-le-Bretonneux, Michel Laugier fait ses adieux au conseil d'agglomération alors que les tractations se poursuivent à droite pour choisir son successeur. Fanny Chantreuil est notre invitée fil rouge pour cette émission, présidente de l'Interasso UVSQ, fédération d'associations affiliées au syndicat FAGE. Nous évoquerons avec elle toutes les actualités de l'enseignement supérieur, plateforme APB, tirage au sort ou encore logement étudiant. Enfin, dans le reste de l'actualité locale, nous reviendrons sur le bilan touristique dans les Yvelines et les tensions à Maurepas autour de l'avenir du Café de la Plage. Le nom du nouveau président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines sera connu donc fin octobre. Michel Laugier cède sa place après son élection au Sénat. Ce jeudi soir, il présidait sa dernière séance du conseil d'agglomération. Entre émotion et ordre du jour, la soirée était forcément particulière. Reportage de Wilfried Richy et Nicolas Dandry. Étant bien sûr sénateur des Yvelines et représentant les élus locaux, je serai toujours à votre écoute et je serai toujours là pour servir de la meilleure des façons Saint-Quentin-des-Yvelines. C'était sa dernière en tant que président de Saint-Quentin en Yvelines. Michel Laugier a tenu à l'issue du conseil d'agglomération à remercier ses collaborateurs, mais aussi à revenir sur ses 3 années de mandat. Ce soir, oui, c'était la dernière séance, comme on dit. Mais en tout cas, je voulais remercier tous les élus qui se sont vraiment impliqués. Et c'est vrai que les élus, même si on n'a pas la même vision des choses, on est très attaché à notre territoire. Et on a toujours fait ça dans l'intérêt de nos villes, dans l'intérêt de l'intercommunalité. Et je pense que c'est la grande leçon qu'il faut retenir. Alors que les discussions se poursuivent en coulisses pour désigner un candidat pour lui succéder, la date du 19 octobre semble aujourd'hui confirmée pour la tenue du scrutin. Ce jour-là, l'ensemble des postes sera redistribué lors d'une séance extraordinaire. Sur le fond, ce dernier conseil du président Laugier aura surtout été marqué par l'adoption à la quasi-unanimité d'une motion de défense de la ligne 18. Les élus exigent que le métro automatique soit réalisé d'ici 2024 pour soutenir le développement du territoire, alors que des rumeurs insistantes évoquent la suppression de la gare prévue à Guyancourt par souci d'économie. On ne peut pas avoir des menaces comme ça, alors qu'on s'est battu depuis des années, alors que tout a été fait, que le débat public a eu lieu, que tous les textes officiels sont sortis, qu'on s'est engagé aussi dans le cadre des Jeux Olympiques, que aussi les chefs d'entreprise sont montés au créneau pour expliquer la nécessité. Si on n'a pas de ligne 18, il n'y aura plus de développement en termes de logement à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il n'y aura plus de nouvelles entreprises qui vont vouloir venir et peut-être même que certaines vont décider de nous quitter. Dans les prochaines semaines, des actions de terrain sont également envisagées pour maintenir la pression sur le gouvernement. Des différentes délibérations, on retiendra l'attribution d'un fonds de concours aux communes qui, pour Maurepas, Elancourt et Coignères, est synonyme de feu vert à la reconstruction d'un nouveau centre aquatique. Enfin, les tarifs de la future vélostation de la gare de Saint-Quentin ont été adoptés. Ce nouveau service de location sera facturé de 3 à 15 euros par jour. 150 vélos classiques, 10 vélos à assistance électrique et 10 vélos pliants seront proposés. La mise en service pourrait se faire en octobre. Et donc, vous l'aurez compris, Michel Laugier siégera à partir du mois d'octobre au Sénat. Dans les Yvelines, les résultats sont largement favorables à la droite. Vous le voyez à l'écran, les Républicains raflent 5 des 6 sièges dans le département. La République En Marche, elle, obtient le dernier siège avec Martin Lévrier en tête de liste. À noter que le président du Sénat sera élu lundi, un poste qui devrait revenir une nouvelle fois à Gérard Larcher, l'ancien maire de Rambouillet. Plateforme APB pour les bacheliers, tirage au sort pour l'entrée à l'université ou encore les propositions pour le logement étudiant. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a présenté jeudi les grandes orientations de cette rentrée universitaire. Une remise à plat du système pour l'intégration en licence est notamment prévue. C'est le principal chantier. Écoutez la ministre sur ce sujet. Les lignes définies par le gouvernement sont nettes. Plus de tirage au sort à la rentrée 2018 et la mise en place d'un contrat de réussite pour lutter contre la sélection par l'échec. Pour cela, nous ferons connaître les attendus à acquérir pour une insertion réussie dans une formation, les taux de succès en fonction des baccalauréats et les taux de poursuite d'études et d'insertion professionnelle de chaque filière.
Et pour évoquer justement cette rentrée universitaire, Fanny Chantreuil est notre invitée en plateau. Bonjour. Vous êtes du coup la présidente d'Interasso UVSQ, la fédération des associations étudiantes de l'université Versailles-Saint-Quentin, affiliée à la FAGE, premier syndicat étudiant, tout est complet. Oui. Dites-nous comment se déroule cette rentrée sur le terrain à l'UVSQ. Est-ce qu'il y a des remarques particulières, des problèmes particuliers à soulever, des amphis bondés, des élèves qui n'ont pas trouvé les bonnes filières? Ou alors tout se passe bien? Aujourd'hui, on peut dire, comme l'actualité l'a dit, au niveau du national, il y a eu des problématiques, surtout vraiment au niveau de début septembre et des affiliations avec APB. Là, ici, à Saint-Quentin-en-Yvelines, dans l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a eu une grande discussion avec le rectorat. L'université a réussi à obtenir 130 places supplémentaires pour accueillir du coup les étudiants, parce que la demande était plus importante que l'offre. Sur ces 130 places, il y a 40 places qui ont été remplies par des étudiants. Donc on peut considérer que... Vous avez un privilège, un luxe presque dans le monde universitaire, on vous donne plus de place et... on peut dire qu'ici c'était bien parce que du coup les étudiants ont pu être acceptés et avoir la possibilité d'aller là où ils voulaient. Et de plus, on a des élus qui siègent dans les conseils de l'université et qui ont pu répondre du coup aux problématiques des étudiants et les aiguiller dans les différents services ou vers les différentes personnes pour réussir à obtenir leur choix. Alors, je le disais à l'instant, la grande annonce de cette rentrée, c'est la fin de la plateforme APB sous sa forme actuelle, en tout cas, d'ici un an. Cette plateforme qui permet aux bacheliers de choisir leur orientation via Internet depuis 2003. Ça fait 14 ans que cette plateforme existe. Et il y a encore beaucoup de dysfonctionnements. Vous le disiez vous-même, cet été, je crois qu'il y a 3700 bacheliers en France qui n'ont pas trouvé de filière. La fin de ce système qui a maintenant 15 ans, vous, en tant que syndicat étudiant, vous dites quoi? C'est une bonne nouvelle, il était temps, enfin? Alors nous, en tant que fédération des associations étudiantes, on s'intéresse surtout au local. Ce qu'on veut, c'est que les personnes qui ont des choix puissent obtenir les choix qu'elles veulent. Je pense que cette plateforme, nous pensons qu'il y a plusieurs réflexions à avoir. Si la plateforme n'a pas pu répondre aux besoins, en tout cas, et à la demande de cette année, forcément, il y a un travail à faire et il y a différentes choses à apporter. On a quelques réflexions sur principaux deux axes. Je pense l'orientation, déjà, avant. Je pense qu'il faut une orientation proactive. Commencer l'orientation dans les premiers mois de la terminale, par exemple, c'est ce que vous voulez dire? Pourquoi pas, ou même plutôt un accompagnement tout au cours tout au long du lycée, vraiment pour une orientation, pour que les choix qui soient faits correspondent aux personnes et qu'ils aillent dans les lieux où ils ont envie d'aller. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce qui coince notamment, c'est le fameux tirage au sort. C'est-à-dire que quand il y a trop d'étudiants qui souhaitent aller dans une filière et du coup qu'il n'y a pas assez de place, on tire au sort, il y a une forme d'injustice, et ça c'est la fin du système qui sera mis en place d'ici un an. Ça c'est une bonne nouvelle. On ne peut pas, de toute façon, comme c'est dit, c'est contraire à la loi. C'est pas possible de tirer au hasard des personnes pour leur affilier leurs études supérieures et peut-être impacter leur vie future. Alors l'idée du gouvernement aujourd'hui, c'est de mettre en place des prérequis. C'est encore assez flou, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Cette histoire de prérequis, vous en pensez quoi, vous, et comment vous imaginez sa conception? Aujourd'hui, c'est encore en réflexion. Il y a des groupes de travail qui sont au gouvernement. La FAGE fait partie de ces groupes de travail. Ouais. Donc c'est par eux qu'on peut réfléchir aussi et apporter des réflexions. Je pense que ça demande à voir ce qui va sortir un peu de ces réflexions et de ces groupes de travail pour voir si c'est adapté, et ça peut s'adapter aujourd'hui au fonctionnement des universités. Prenons une option. Imaginons que, par exemple, on dise à la rentrée prochaine, en 2018, s'il y a trop d'élèves, il y aura un test qui sera fait en septembre pour éventuellement révoquer ceux qui ont les moins bonnes notes. Est-ce que ça serait une solution viable, ça, par exemple, selon vous? Une forme de test, une sélection en quelque sorte. Je pense que le terme de sélection c'est compliqué, assez compliqué à déterminer. Aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'on ait la solution en fait, à ces problèmes. C'est en réflexion et je pense qu'il faut continuer à voir ce qui va émaner de toutes ces réflexions. La question sous-entendue un peu sous ce débat qui a lieu en ce moment, vous le disiez, les groupes de réflexion mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est est-ce que tout le monde a vocation à aller à la fac, même si on a eu le bac? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas le problème, c'est de ne pas mettre en avant plutôt les BTS, les DUT, plutôt que la faculté elle-même?
Vous avez raison, c'est ce qui est discuté. Je pense que forcément toutes ces choses vont devoir être évaluées. Je pense qu'il y a un autre sujet qui rentre en compte dans tout ça, c'est l'innovation pédagogique. Et c'est quelque chose qui va permettre d'ouvrir aussi l'université aux étudiants, en tout cas. Innovation pédagogique, c'est quoi? Ça veut dire plus de cours via Internet, donc du coup peut-être moins de monde dans les amphis, c'est ça? Par exemple, ça peut être ça, ça peut être des agencements différents. Il va falloir réfléchir à l'aménagement de l'université. Ou par exemple, à l'université de Versailles-Saint-Quentin, ces réflexions sur l'innovation pédagogique ont déjà lieu depuis quelques temps. On voit des choses apparaître. Il y a une plateforme pour les MOOC, vous savez, c'est les cours, les formations sur Internet pour les cours en continu, qui s'est développée. On a dans notre bibliothèque universitaire une Learning Lab. Ça va être un endroit en fait pour faire des conférences avec du matériel d'innovation pédagogique. Donc en tout cas ici à l'université, il y a déjà des choses qui sont mises en place. Et on pourrait éventuellement piocher des idées au sein de l'UVSQ pour l'ensemble de la France. Pourquoi pas. Une réaction sur l'actualité la plus chaude et puis on enchaîne sur le budget du ministère de l'Enseignement supérieur en hausse de 700 millions d'euros. C'est forcément une nouvelle qui vous ravit, j'imagine. Est-ce que ça rattrape un peu cet été mouvementé d'Emmanuel Macron qui avait annoncé une baisse des APL et qui touche évidemment de nombreux étudiants, même ici à Saint-Quentin-en-Yvelines? Sur le budget du coup va impacter l'université, donc ça va potentiellement leur donner les moyens, peut-être pas suffisants là où ils aimeraient y aller, surtout pour répondre... Pas encore assez, Peut-être pas encore assez, et pour pas forcément répondre à la demande qui va encore avoir lieu l'année prochaine. Donc je pense que là, il y a encore beaucoup de choses à effectuer. Ce qui est au niveau des APL, moins 5 euros sur les APL, ça peut paraître anodin pour beaucoup de gens, mais surtout pas pour les étudiants. Non, en fin de compte, si on regarde sur une année, 5 euros en moins par mois, ça fait un budget d'un mois pour les transports en commun pour un étudiant. Ça a un impact sur la vie de l'étudiant, et je pense surtout on pense surtout pour les étudiants qui sont déjà en situation de précarité. Donc là, il y a des choses qui sont négociées, qui sont discutées au national, et avec la FAGE qui nous permet d'avoir un appui là-bas. Le logement étudiant, il en était d'ailleurs question cette semaine dans les journaux de TV78. Lundi, nous vous présentions la solution intergénérationnelle. Une personne âgée accueille chez elle un étudiant. Cela permet d'avoir un loyer moins cher pour l'étudiant et plus de liens. Un sujet de Nicolas Dandry. Elles cohabitent ensemble depuis 15 jours. Étudiante en licence d'environnement, Ambre s'est installée chez Lucille pour cette année scolaire. Un binôme formé par l'association spécialisée dans le logement intergénérationnel Ensemble de Générations. Elles sont toutes les deux assez indépendantes, mais je trouve qu'il y a déjà une belle connivence qui s'installe. Je sentais qu'elles pourraient très bien s'entendre parce que très ouvertes toutes les deux, très respectueuses du planning de chacun, et puis en se donnant des rendez-vous de temps en temps pour partager des dîners. Lucille prépare un voyage à Berlin. L'étudiante n'hésite pas à lui donner des conseils pour son séjour. Ensemble de Générations a déjà constitué 650 binômes dans les Yvelines depuis la création en 2006. 3 formules sont proposées pour les étudiants et les seniors. Soit les étudiants sont logés gratuitement en échange de présence le soir et la nuit. Sinon, on a une autre formule où l'étudiant va rendre des services. Et là, le jeune va payer une petite participation aux frais d'usage d'environ 80 à 100 euros par mois pour couvrir les frais d'eau, gaz, électricité. Et puis une autre formule où le senior a besoin d'un complément de revenu, où il est content aussi d'avoir une présence dans la maison. Ambre a choisi cette dernière option. Elle paye un loyer inférieur à 300 euros. Alors j'ai choisi ce genre de logement parce que déjà, d'un point de vue économique, c'est beaucoup mieux. Et aussi et surtout, parce que ça me permet d'être en colocation avec quelqu'un et de ne pas être toute seule. L'étudiante dispose de son étagère dans la cuisine pour ses produits alimentaires. Dans sa chambre, elle a des meubles pour ranger ses affaires. J'ai fait ma déco perso, on va dire. Et j'ai aussi une petite salle de bain. Et ça, c'est super. Parce que j'ai aussi mon indépendance au niveau de la salle de bain. C'est juste quand je sors, je la préviens. Le week-end, comme ce week-end où je vais sur Paris, je la préviens aussi pour lui dire que je ne vais pas rentrer dans le week-end seulement dimanche soir. Bon, allez, bon week-end alors. Ouais. Merci. Vous venez dimanche soir. Oui, je vous envoie un message comme d'habitude. Lucille va passer le week-end toute seule. Depuis 2010, elle accueille chez elle des étudiants pour l'association Ensemble de Générations. Je pense que c'est difficile pour eux aussi de se loger, bien que moi je n'offre pas un logement gratuit. Pour moi, c'est
c'est une bouffée de jeunesse. Ambre, depuis le peu de temps qu'elle est là, elle m'a déjà aidée sur Internet parce qu'on a eu des problèmes de connexion. Elle est beaucoup plus à l'aise quand je suis en lien avec les dépanneurs. Ambre a aussi aidé Lucille pour remettre en place la jardinière sur le balcon. En 2017, Ensemble de Générations a déjà formé plus de 75 binômes dans le département. Fanny Chantreuil, une rapide question sur le logement étudiant à 50 ans en Yvelines. Qu'en est-il? On sait que c'est difficile de se loger à Paris, très difficile. Qu'en est-il à 50 ans en Yvelines? Est-ce que les étudiants trouvent facilement? Est-ce que les loyers sont chers ou alors ça va? Il y a deux systèmes, les logements. Il y a les logements privés et les logements publics. Il y a le CROUS, qui est une instance qui permet d'avoir des logements pour les étudiants. Nous, on a des élus là-bas qui suivent les dossiers pour que les étudiants trouvent en tout cas un logement. Donc encore aujourd'hui, il y a des démarches qui sont en cours. Tout le monde n'a pas un logement. Mais pas de difficultés, on va dire, particulières ou insurmontables sur le territoire? Non, et il y a eu l'université, la région a fait construire des logements en avance il y a quelques années en fait par l'arrivée de nouvelles écoles comme l'Estaca sur le territoire de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Merci Fanny Chantreuil d'être venue en plateau, d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes du coup présidente de l'Interassos UVSQ, fédération d'associations alliées au syndicat FAGE. Merci à vous. Merci beaucoup. On passe maintenant à l'actualité de la semaine. Mardi, plus d'une centaine de personnes se sont réunies devant l'abattoir de Houdan. Des militants ont répondu à l'appel lancé par l'association 269 Life Libération Animale. Le mouvement était organisé sur 65 sites en Belgique, au Canada et même en Australie. Sur ces images, vous voyez l'opération menée dans les Yvelines. L'objectif était d'alerter la population sur les conditions de traitement des animaux. Écoutez les mots d'une militante de l'association au micro de Camille Lambert. Une association antispéciste, c'est-à-dire qu'on est pour la libération de tous les animaux, tous les êtres vivants, et contre leur exploitation. Ce soir, donc, du coup, c'est vraiment une nuit spéciale, c'est vraiment un événement qui est partout dans le monde, dans plusieurs villes de France, et c'est vraiment un recueillement pour tous les animaux des abattoirs. Le tollé a débuté durant l'été. Le gouvernement a annoncé la baisse drastique de l'enveloppe financière dédiée aux contrats aidés, jugés inefficaces et coûteux par l'exécutif. Un avis que ne partagent pas les collectivités territoriales qui utilisent largement ce dispositif pour remplir certaines de leurs missions. C'est le cas du service espace vert du département des Yvelines. Reportage de Nicolas Dandry et Axel Douébel. À cet endroit-là, nous avons des fraisiers, des framboisiers, des groseilliers et même des cassissiers. À 56 ans, Bernadette Desbordes s'occupe du potager biologique du domaine de Madame Elisabeth à Versailles. Agent immobilière, elle décide de se reconvertir dans l'horticulture. Après une formation au CHEP, elle signe un contrat aidé en janvier 2017 avec le conseil départemental. Je ne vois vraiment pas comment on pourrait arrêter une disposition comme celle-là, parce qu'elle a quand même contribué à ramener sur le marché du travail beaucoup de personnes que l'on croyait perdues. Entre 2016 et 2017, plus de 700 contrats aidés ont été signés par le département. Plusieurs postes dans les collèges, au service espace vert ou dans les services administratifs. Ce type de contrat, c'est 20 heures de travail, 6 heures de formation. Un dispositif devant permettre aux bénéficiaires du RSA un retour à l'emploi. L'intérêt, c'était aussi de les former et d'avoir une formation qualifiante et si possible une formation diplômante. Ce qui fait qu'à la fin de son contrat, avec l'accompagnement qu'Activity pouvait faire, ça permettait à ces gens-là de retrouver soit un emploi, soit de retrouver une formation peut-être plus performante qui correspond à leur vrai projet professionnel. Pour un contrat aidé, la charge financière mensuelle du département s'élève à 490 €. Pour l'État, elle représente entre 300 et 400 € par mois. Le gouvernement voulant supprimer ce dispositif, les collectivités devraient compenser la participation budgétaire de l'État. Ensuite, dire que ça coûte cher, oui, incontestablement. Mais ça ne pourra pas être porté par les collectivités si parallèlement on continue à retirer de l'argent aux collectivités. En 2016, les Yvelines estiment avoir enregistré une baisse de 9% des bénéficiaires du RSA grâce au contrat aidé.
Le département qui faisait également l'actualité ce mercredi avec l'annonce d'une première en France et le déploiement d'ici 2 ans de 4000 caméras dans les 116 collèges du territoire et dans les casernes de pompiers. Ces appareils seront reliés entre eux à un poste central avec sur place au moins 6 agents pour détecter les mouvements de foule ou les signaux anormaux. Les précisions de Carl Olive, vice-président du conseil départemental. Investissement de 13 millions dans les 116 collèges du département, dans les casernes de pompiers notamment, tout simplement pour créer une plateforme mutualisée d'images de vidéoprotection dans une espèce de maillage de logiciels robotisés qui fait que dès qu'il y aura un mouvement de foule dans tous ces endroits, ce sera directement opérationnel dans ce centre de supervision urbain. Efficacité, réactivité. Aujourd'hui, dans le pays en état d'urgence, ce qui est nécessaire évidemment, c'est la réactivité par rapport à des incidents de plus ou moins grande importance. Mercredi, c'était la journée mondiale dédiée au tourisme, l'occasion de faire le point sur le secteur dans les Yvelines. Selon une enquête du département, 80% des professionnels sont satisfaits de la période estivale. Pour évoquer le sujet, nous recevions Joséphine Coleman-Berger sur notre plateau. Mardi soir, vice-présidente du conseil départemental en charge du tourisme. Extrait. On a eu un retour, d'un tourisme international, il faut le dire. Ils avaient tendance à fuir, la clientèle étrangère a tendance à fuir les Yvelines. Alors fuir, c'est un mot peut-être un peu fort, mais en tout cas une inquiétude, certes, une inquiétude. On se rend compte qu'il y a une confiance qui est faite vis-à-vis des professionnels du tourisme et aussi, je dirais, de tout ce qui est encadrement au niveau de la sécurité par rapport à ces sites et à ces lieux. Donc, c'est plutôt bon signe. On a vraiment des signes très positifs, non seulement, comme je le disais tout à l'heure, sur les personnes qui viennent d'Île-de-France, sur des sites reconnus plutôt sur la localité proche, et puis aussi sur tout un secteur international. On a pu constater une véritable hausse. Et vous l'aurez donc compris, Joséphine Coleman-Berger était sur notre plateau mercredi soir. Atmosphère tendue cette semaine à Maurepas autour du café de la plage. De nombreux Maurepasiens s'opposent à la nouvelle politique de la ville concernant la salle de spectacle. Fini les têtes d'affiche et place désormais à la scène locale. Mardi soir, le conseil municipal était particulièrement agité. Le point avec Mélanie Poquet et Aurélie Ronze. Un concert improvisé lors du conseil municipal de Maurepas. L'image n'est pas banale. Plus d'une centaine de personnes s'étaient déplacées pour montrer leur mécontentement contre la nouvelle orientation culturelle du café de la plage. Leur crainte, la fermeture progressive du lieu. J'ai commencé là-bas en tant que bénévole et maintenant je suis technicienne lumière et c'est aussi grâce au café de la plage que je fais ce métier. J'ai pas envie que ce genre de lieu ferme, mais pour moi il faut que ça continue. Pour la municipalité, pas de fermeture du café de la plage, mais en raison d'une baisse des dotations de l'État, la programmation a été réorganisée. Le lieu est désormais dédié aux expositions, aux actions culturelles et à la promotion des artistes locaux. Il me paraît important en tout cas de faire comprendre que le café de la plage est bien sûr utilisé entre autres par le Cobalt pour réunir les groupes qui le souhaitent, plus toutes les musiques de groupes locaux. Vous pensez bien que nous avons besoin, comme dans toutes les structures, d'efficience, de mutualisation et c'est ce que nous avons voulu faire. Un message qui n'a pas vraiment réussi à convaincre les manifestants. Le fermer pendant 4 mois, le réouvrir pendant une date, le refermer pendant 4 mois et le réouvrir pendant une date, à partir du moment où il n'y a plus d'équipe en place, parce que c'est le cas, et à partir du moment où ça ouvre si peu, c'est-à-dire 3 fois, c'est fermé. Si on fait une saison culturelle avec que 3 dates dans l'année, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais l'année prochaine on sait très bien que ça veut dire il n'y avait pas assez de personnes, donc du coup ils vont... ils vont se dire on va le fermer, comme ça c'est réglé. Ce n'est pas le lieu. Vous ne voulez pas écouter. Face à cette action, la municipalité a proposé aux manifestants de solliciter un rendez-vous individuel. 25%, c'est le taux de la semaine et c'est le taux d'Yvelinois qui sera âgé de plus de 60 ans en 2040. Une donnée qui confère une importance particulière au lieu d'accueil des seniors. À 50 ans en Yvelines, une convention de partenariat vient d'être signée pour garantir une deuxième vie au site du Mérenté à Magny-les-Hameaux. Reportage de Mélanie Poquet. Après les difficultés financières de Gérondicap, l'avenir s'est éclairci au Mérenté.
Une convention vient d'être signée entre l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et l'association pour l'insertion, l'éducation et les soins. Saint-Quentin a fait tout l'investissement nécessaire sur ce bâtiment. Maintenant, loue ces bâtiments à un prix attractif, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est 100 € du mètre carré par rapport à 166 € sur le marché. Et puis va aider aussi au démarrage de ça, dans le financement. On investit, c'est-à-dire que par exemple il faut remettre aux normes à la cuisine, c'est la communauté d'agglo qui va le faire. Et puis après on va donner 30 000 € au départ, puis 20 000, puis 10 000. Un financement sur 3 ans avant que le domaine devienne autonome financièrement. Le Mérentais aide depuis 2010 des personnes dépendantes. Accueil de jour, aide à domicile ou encore accueil des malades d'Alzheimer. Une dizaine de partenaires vont travailler ensemble. Et là, on a absolument tout ce qui peut se faire et tout ce qui peut prendre en charge le vieillissement, tout ce qui peut aider à une meilleure prise en charge du vieillissement. Donc je pense que là, c'est vraiment c'est vital. La mutualisation, le transfert de compétences, transfert d'informations, d'expertise, c'est ce qui fera l'avenir. Une école d'ergothérapie doit ouvrir en septembre 2018. 90 étudiants seront attendus. 300 personnes devraient être accueillies d'ici 3 ans. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Retour de l'information en direct lundi à 18h sur TV78. D'ici là, restez informés et connectés grâce à notre site internet et nos applications TV78. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.